Tzvetan Todorov se décrivait lui-même comme un passeur. Passeur entre deux pays, évidemment, la France et la Bulgarie, mais aussi entre les disciplines. S'il a commencé par les études littéraires, la théorie du langage, il est ensuite passé à l'anthropologie, puis l'histoire, les sciences politiques et enfin la philosophie morale. Pour reprendre les propos du critique Olivier Barraud, il a parcouru un cercle dont tous les rayons conduisaient au même centre, la condition humaine. On peut même parler d'humanisme. Le mot souvent galvaudé prend tout son sens dans la vie et l'œuvre de Tzvetan Todorov. Homme dépaysé, voilà une autre expression qu'il affectionnait particulièrement. Il a été à la fois complètement au-dedans et complètement en dehors de la vie intellectuelle française. Proche de Roland Barthes et des structuralistes, fondateur en 1963 avec Gérard Genette de la revue Poétique, il prend un nouveau tournant au début des années 80, s'éloigne de la linguistique et de la théorie littéraire. Il remet alors sévèrement en cause le primat de la forme dans Critique de la critique, c'était en 1984. L'Occident, la peur des barbares, nous et les autres, l'ingérence humanitaire, les insoumis, Tzvetan Todorov s'empare des grands thèmes du XXe siècle finissant et du XXIe siècle commençant, toujours à la recherche du juste milieu. On en parle et on honore sa mémoire aujourd'hui avec deux invités. Jean-Marie Schaeffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'EHESS et vous aviez organisé en 2010 un colloque, La signature humaine, autour du travail de Tzvetan Todorov, colloque auquel avait participé Ronnie Broman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, ancien président de Médecins sans frontières, c'était entre 82 et 94, et Tzvetan Todorov avait signé la préface de votre livre paru en 2009, Humanitaire, diplomatie et droits de l'homme. Comme d'habitude, c'est nos défauts que nous essayons de convertir en vertu. Et ce défaut, je l'avais dans mon enfance, mon adolescence. J'avais l'impression de ne pas exister, de ne pas avoir d'identité. Je rencontrais quelqu'un, je l'admirais, je voulais lui plaire sans doute, et je l'imitais. Et j'avais l'impression d'être une espèce de caméléon, mais je ne voyais ça pas du tout de façon flatteuse, qui donc se projetait en chacune de ces rencontres. Donc ce thème de l'altérité m'a beaucoup fasciné dès cette époque. Je me demandais sans cesse, mais y a-t-il autre chose à l'intérieur de chacun de nous que les traces des rencontres antérieures? Voilà la voix de Tzvetan Todorov avec ce léger accent bulgare. Jean-Marie Schaeffer, l'altérité, il faut commencer par là. Oui, je pense il faut commencer par là, à condition de ne pas construire l'altérité en une catégorie absolue, parce qu'il n'y a jamais, en tout cas pour Tzvetan Todorov, il n'y a jamais eu d'autres absolus. C'est toujours des autres qui sont en partie identiques à nous-mêmes. Vous avez parlé de sa dimension anthropologique, de ses travaux, et dans cette dimension, il y a l'idée qu'il y a une nature humaine qui nous réunit tous, qui est à la fois la source de nos forces, mais aussi la source de nos faiblesses, parce que ce qui caractérise, je pense, son humanisme, c'est que ça a toujours été un humanisme critique, au sens où c'était pas une admiration béate pour les puissances intellectuelles ou même les puissances morales de l'humanité, mais ce qu'il exprime bien dans ce petit extrait, c'est-à-dire cette idée que d'une certaine manière, l'être humain est toujours un être de compromis. Et c'est dans cette capacité de compromis que réside en fait sa grandeur. Il y a quand même une radicalité dans cette petite phrase là qu'on a oui, entendue tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose en chacun de nous d'autre que les traces que les autres y ont laissées? J'appelle pas ça vraiment une culture du compromis, c'est une culture au contraire qui fonde l'existence de chacun sur le rapport à autrui. Oui, bien entendu. Jean-Marie Schaeffer. Mais fonder le rapport ou l'identité sur les rapports à autrui, c'est tout simplement dire que l'être humain est un être social. C'est ce qui était sa conception. Mais le fait que l'être humain soit un être social n'est pas en contradiction avec le fait que chaque être possède son identité, mais cette identité, c'est la rencontre de ces diverses altérités au courant de sa vie. Donc il n'y a pas d'opposition entre le fait d'avoir une identité, à condition qu'on ne considère pas cette identité comme une sorte de substance, et le fait que nous sommes faits des rencontres. Notre identité est un lieu de rencontre. Tout à fait. Ronnie Broman, cette altérité, on l'entend dans ce que vient de dire Tzvetan Todorov, c'était au micro, je l'ai pas dit, d'Alain Weinstein sur France Culture. Cette altérité, c'est celle qu'on porte
en soi-même aussi, celle qu'on recherche en soi-même. Je ne sais pas si on recherche en soi-même l'altérité. L'altérité des autres, on recherche l'autre en soi. Je crois que ce que l'on recherche en soi-même, c'est ce que l'on creuse en soi, c'est notre capacité relationnelle et l'être social ou l'être relationnel dont parlait Jean-Marie Schaeffer, c'est précisément cela que Todorov mettait en œuvre dans son travail, par exemple en mettant pratiquement à équivalence xénophobie et son contraire xénophilie. Il ne s'agissait pas d'idéaliser l'autre, parce que finalement l'idéaliser comme le mépriser, c'était de toute façon en faire un objet. Or, c'est dans toujours cette recherche de juste milieu chez Tsvetan Todorov. Ou en tout cas la conception des autres de la relation comme une façon d'être au monde intersubjective. C'est dans cette relation permanente que tout se joue. Donc il n'y a pas d'altérité absolue, il n'y a pas d'identité absolue. Et là, en effet, on retrouve cette vision dynamique des hommes dans une espèce de compromis toujours négocié, toujours renégocié. Alors, ce qui est frappant dans le parcours de Tsvetan Todorov, Jean-Marie Schaeffer, Ronnie Broman, c'est que cette réflexion, on l'a compris, sur l'humanisme, sur l'altérité, elle commence, sur un terrain très formel d'études littéraires. Il est entré en 1956 à l'université de Sofia et il s'intéresse à la matérialité même du texte, à ses formes linguistiques. Je l'ai dit en introduction, il est proche du structuralisme français. Comment comprendre ça, Jean-Marie Schaeffer, cet intérêt d'abord pour la forme? Il a dit que c'était une certaine façon d'esquiver la censure, puisqu'il faut rappeler qu'il était en Bulgarie soviétique. Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est bien celui-là, et il ne vaut pas que pour Tsvetan Todorov. Nous avons organisé récemment une table ronde sur le formalisme. Il y avait Tsvetan, il y avait aussi Thomas Pavel, donc venu de Roumanie, et qui disait exactement la même chose. À cette époque-là, s'intéresser à la forme, lorsqu'on s'intéressait à la littérature, c'était la seule manière de s'intéresser à la littérature en échappant à la censure, et donc ça explique cet intérêt-là. Ça, c'est une première chose. Mais par ailleurs, je pense que lorsqu'on regarde les travaux de Todorov, y compris les travaux après son passage, si l'on veut, disons après la conquête de l'Amérique, il a gardé cette rigueur dans l'analyse, qui est la rigueur de l'analyse structurale. Et inversement, quand on regarde ses travaux de l'analyse structurale, à ce moment déjà, il s'intéressait surtout aux structures sémantiques, c'est-à-dire à la signification, à la dimension herméneutique, mais sous son aspect formel. Donc il n'y a pas en tout cas pour moi, de véritables contradictions. Et ce livre de passage que je trouve magistral, que c'est la découverte de l'Amérique, montre bien comment on peut conjoindre une analyse très précise des structures discursives avec le souci de comprendre la compréhension comme ce rapport à autrui et la nécessité de concevoir ce rapport sous la forme du dialogue, parce que si on ne le fait pas, c'est la violence qui va régler Et puis ça marque aussi le rapport de Tsvetan Todorov à l'idéologie qu'il tient toujours à distance. Oui, mais là aussi, il doit y avoir une partie qui est due à son histoire, qui n'est pas une histoire personnelle, mais qui est l'histoire de millions de personnes. C'est-à-dire, il vient quand même d'un pays où on a payé beaucoup son tribut à l'idéologie. Mais je pense aussi, c'est plus fondamentalement une certaine conception de ce que l'idéologie fait aux humains, quelle que soit l'idéologie. C'est-à-dire les rendre incapables de prendre de la distance par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur implication dans leur vie. Donc cette idéologie, c'est pas uniquement l'idéologie politique, elle joue dans la vie de tous les jours. Et il était un exemple, me semble-t-il, de quelqu'un qui réussissait à mettre ses identifications rapides à distance. Ouais, finalement, l'idéologie, ça serait une pensée qui ne serait pas passée précisément par la forme, qui a l'exigence de trouver dans la forme quelque chose voilà. qui va s'élever au niveau d'une pensée assumée et construite, et donc non idéologique, en tout cas, qui se prétend pas comme une pensée globalisante. Oui, je pense que c'est ça, et c'est ça peut-être, mais on y pourra le dire sans doute mieux que moi, qui fait la spécificité de la voix de Tsvetan Todorov dans le débat public. C'est-à-dire qu'avant de prendre parti ou avant de dénoncer une évaluation aussi, d'abord, il veut savoir ce qu'il en est des faits. Et savoir ce qu'il en est des faits, c'est se donner le temps de réfléchir
de décortiquer, de ne pas simplifier, y compris lorsque c'est des pensées avec lesquelles on ne se sent pas d'affinité, ou surtout lorsque on ne se sent pas d'affinité avec elles. Donc c'est vraiment très très important comme leçon, me semble-t-il. René Broman. Oui, en effet, on peut dire que Tzvetan Todorov se posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà de ce qui est dit, de ce qui se passe. Que se passe-t-il vraiment? Je me rappelle par exemple avoir eu une longue conversation avec lui, conversation contradictoire d'ailleurs avec lui au moment de la guerre du Kosovo, guerre à laquelle il était fermement opposé, non pas vraiment en raison d'un anti-interventionnisme de principe, mais en raison d'une fabrication propagandiste et finalement très largement idéologisée de la réalité de terrain. Et il a montré de façon assez magistrale comment ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui de ce néologisme intellectuel, enfin les faits alternatifs. La guerre du Kosovo a été fondée sur des faits alternatifs, un faux génocide, de faux massacres, etc. Mais en plus, il y avait quelque chose de todorovien dans cette histoire, si on se souvient que les tenants... Moi, j'étais partisan de la guerre du Kosovo, et c'est Tzvetan qui m'a fait changer d'avis, enfin qui m'a fait évoluer, qui m'a amené à m'interroger sur un certain nombre de choses. Et notamment, par exemple, le fait que l'une des grandes personnalités politiques et intellectuelles du Kosovo des années 80-90, Ibrahim Rugova, qui était un universitaire, a été, au moment de la montée vers la guerre du Kosovo, l'homme qui a cherché un compromis avec Belgrade. Et vous vous souvenez peut-être que cet homme du compromis a été dépeint comme une sorte de Pétain, comme l'homme de Munich. On brandissait Munich. Munich est un artefact idéologique au-delà d'être l'événement que l'on sait. Et donc la stigmatisation, le mépris, l'insulte étaient mobilisés pour justifier la guerre. Et je trouve que la pensée de Todorov nous aide justement à nous situer face à ce genre d'événements, face à ce genre de réduction binaire du monde, face à laquelle lui, il savait nous inciter à résister. On va revenir évidemment sur ce rapport à l'ingérence de Tzvetan Todorov, mais restons un tout petit peu dans la littérature. Puisque j'ai commencé à vivre en France, j'ai commencé aussi à être influencé par cette existence nouvelle, par la possibilité de participer à la vie publique. Cette espèce d'ascétisme qu'il y a un peu dans le structuralisme, je n'en voyais plus la justification. Au point de départ, ce n'était pas choisi au nom de l'ascétisme, c'était choisi pour me protéger de la tutelle trop interventionniste de l'idéologie ambiante. Pour moi, donc, le marxisme-léninisme. Mais, une fois en France, cette justification tombait. Donc, il fallait s'ouvrir davantage au monde des idées, des valeurs. Et pour cela, le structuralisme m'offrait un lit un peu trop étroit. Donc je voulais passer un peu au-delà. Pourtant, je n'ai jamais cherché à dénoncer le structuralisme non plus, parce que j'y voyais, en tous les cas dans cette forme de structuralisme que Genette et moi nous pratiquions, j'y voyais avant tout une école de précision, de rigueur, j'espère que ça ne sonne pas trop ambitieux, parce que cela nous obligeait de fonder sur des observations précises dans les textes que nous pouvions lire, les affirmations portant sur ce texte. Il fallait vraiment se fonder autant que possible sur la matérialité même du texte. On entend Jean-Marie Schaeffer à la fois l'incroyable précision et l'incroyable modestie de Tzvetan Todorov dans ce propos. Le structuralisme, il en a été l'un des animateurs, on l'a dit, l'importance donnée à la forme, mais en 1984, donc, il publie ce Critique de la critique, où finalement il fait un peu ses adieux au structuralisme et se tourne un peu plus vers ce qu'on pourrait appeler très généralement les sciences humaines, la vie des idées. Oui, tout à fait. Mais je pense que le tournant a été pris dans le livre précédent déjà, qui est la conquête de l'Amérique, oui, parce que c'est vraiment la mise en place. La critique tire les conclusions pour, je pense, le rapport à la littérature. Et ça a été un livre
essentiel. Vous pouvez nous rappeler un petit peu En gros, c'est l'idée que le rapport à la littérature n'est jamais simplement un rapport à la forme, mais c'est un rapport à un contenu, et un contenu qui engage le lecteur comme toutes les idées engagent celui qui se déploie avec ses idées, et que l'analyse formelle n'est importante que parce qu'elle permet de comprendre les moyens à travers lesquels la littérature agit sur le lecteur. Et donc la critique, c'est en somme une sorte d'histoire généalogique aussi de comment est-ce que cette idée d'une nature purement formelle de la littérature est venue à s'établir, quelles sont ses limites et comment est-ce qu'on peut aller plus loin. En gros, du point de vue des études littéraires, ça revient à un retour à une dimension ou à la prise en compte de la dimension herméneutique, tout simplement, du sens des œuvres et du fait que nous lisons parce que nous cherchons du sens, de la signification, de la complexité, et non pas simplement parce que nous admirons des formes. L'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Pourquoi la découverte de l'Amérique? La découverte de l'Amérique parce que c'est le texte dans lequel, à la fois, il applique ce principe dont il vient de parler. Pourquoi ce titre-là? Ce titre-là, c'est parce que c'est pour lui, la conquête est un type de rapport à l'altérité qui lui paraît problématique. Et il essaye de comprendre ce rapport problématique à l'altérité à travers un rapport de force entre deux manières d'interpréter le monde. C'est cela. C'est l'interprétation de Cortés, donc la nôtre, d'une certaine manière, qui est beaucoup plus forte que celle de Moctezuma. Pourquoi? Parce que Moctezuma interprète le monde par rapport à des mythes, par rapport à la nature, par rapport à quelque chose qui reste constant. Cortés, il applique l'intelligence machiavélienne, c'est-à-dire il comprend Moctezuma beaucoup mieux que Moctezuma ne le comprend lui. Et il se sert de cette meilleure compréhension, non pas pour dialoguer, mais pour soumettre. C'est ça l'enjeu du livre, et c'est ça l'enjeu, je pense, éthique. René Broman, c'est rare dans l'histoire intellectuelle française, justement un intellectuel qui sait à ce point, non pas renier, parce qu'il n'a jamais renié, il l'a dit, ses études structuralistes, mais comment dire, prendre un tournant majeur dans sa pensée. Oui, c'est ça, un tournant majeur sans renier ce qui a été fait, ce qui a été dit, enfin dans quoi il s'est glissé jusque-là. Ça n'est pas, avec Tsvetan Todorov, ça n'est pas ni, c'est une sorte de dynamique, c'est une conception vivante, dynamique des idées. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu de lui, La conquête de l'Amérique. C'est un livre quand même assez difficile, assez déroutant en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas rompu à ce genre d'exercice, ce qui est mon cas, et ça m'a beaucoup influencé, comme d'ailleurs, pour revenir à ce que disait Jean-Marie Schaeffer aussi sur une vision, enfin, qui était à la fois ni structuraliste, ni totalement post-structuraliste. Son livre sur les camps, sur la littérature concentrationnaire face à l'extrême, qui a été aussi, pour moi, un moment de réflexion, dans lequel, par exemple, il réfléchit sur ce qu'est un héros, et distingue les vertus quotidiennes des vertus héroïques. Là encore, c'est pas du tout pour réduire le monde à une distinction, enfin une division binaire. C'est au contraire pour se distancier de ce qu'ils font, les vertus héroïques étant précisément celles qui réduisent le monde à des catégories amis, ennemis, victimes, bourreaux, bien, mal, les vertus ordinaires étant autre chose. Et je rapproche cela d'un des derniers articles que j'avais lu de lui, qui est paru dans Le Monde il y a quelques années, en 2012, je crois, à la suite de la guerre de Libye. Pendant la guerre de Libye, nous étions très proches l'un de l'autre. Enfin, je suis proche de lui depuis pas mal d'années, mais là, c'était encore plus le cas parce que finalement, il y avait très très peu de gens, en tout cas parmi ceux qui avaient un certain accès à l'espace, à la scène publique. Il faut rappeler sa position. Oui, qu'il était totalement contre la guerre de Libye, une position que je partageais, que nous avons partagée. Pour quelle raison fondamentalement? Parce que nous ne croyions pas qu'on pouvait conquérir, soumettre un pays en le soumettant, fût-ce en le soumettant à un régime vertueux qui était la démocratie. Autrement dit, on pensait pas qu'on pouvait perfuser avec des bombes et des chars d'assaut la démocratie en Libye. Et donc que le résultat
que les effets se retourneraient contre le résultat recherché, ce qui n'a pas manqué de se produire. Et personnellement, je reste encore sidéré, quelques années après, de l'évidence de notre prédiction et de l'aveuglement d'un grand nombre de gens à cette évidence. Mais juste un mot pour revenir à ce que disait Tzvetan Todorov à ce sujet. Il était fasciné. Enfin, il analyse dans cet article la fascination exercée par la silhouette, le profil du guerrier et cette espèce d'hypnose qu'exerce le personnage du combattant, son fusil, juste avec toujours cette réduction binaire ami-ennemi par définition. Il s'en livre à une analyse extrêmement détaillée qui, je trouve, mériterait d'être étudiée dans les écoles et dans les universités. Une intervention dans le débat public qui rappelle que Tzvetan Todorov n'a jamais séparé la pensée de l'action. Et puisqu'on a évoqué son rapport à l'ingérence militaire, écoutons-le. Cette nouvelle situation, effectivement, date des années 1990, c'est-à-dire de la fin de la guerre froide et de la disparition de l'Union soviétique et du camp communiste comme superpuissance. Et à partir de ce moment, s'est développée une idéologie de l'intervention humanitaire qui effectivement à laquelle je n'adhère pas. Je n'y adhère pas pour deux raisons différentes. La première est purement pragmatique. J'ai le sentiment, on peut en discuter longuement, mais c'est une impression qui n'est pas seulement la mienne, que ces interventions n'ont pas été couronnées de succès. Que la situation en Afghanistan aujourd'hui, qui a connu des différentes étapes évidemment, que cette situation n'est pas vraiment satisfaisante et qu'avec le départ de l'armée américaine, tous les problèmes seront reposés de nouveau. Je pense que la situation après l'intervention en Irak, où il faut tout de même rappeler qu'il y a eu un nombre très élevé de victimes dans la population, tant civile que engagée dans l'armée, mais de très nombreuses victimes, eh bien, la situation n'est toujours pas stabilisée. En Libye, de même. La raison de ces difficultés me semble être le moyen utilisé. Le moyen qui est l'intervention militaire, l'occupation, et qui en réalité crée plus de problèmes qu'elle ne résout. Le deuxième type de raison qui me motive est que je ne vois pas quelle légitimité avons-nous en Occident, parce que c'est de nous, occidentaux, qu'il s'agit, d'intervenir de cette façon dans le monde entier. France Culture. La Grande Table. Raphaël Bourgois. La Grande Table qui rend hommage aujourd'hui à Tzvetan Todorov avec Jean-Marie Schaeffer et Rony Broman. Jean-Marie Schaeffer, on vient d'entendre Tzvetan Todorov expliquer le pourquoi de son opposition à l'ingérence, en règle générale, l'ingérence militaire, l'ingérence humanitaire. Rony Broman a évoqué la raison pragmatique juste avant qu'on passe cet extrait. Il faut parler de l'autre raison, la raison presque philosophique, ou en tout cas de l'analyse de l'histoire qu'était Tzvetan Todorov. C'est une certaine idée de l'Occident, en définitive. Oui, tout à fait. C'est une certaine idée de l'Occident et c'est une idée qui n'implique pas une adhésion aveugle aux valeurs que l'Occident a produites, et c'est bien en cela que son humanisme aussi est un humanisme critique, c'est-à-dire que il pense que l'Occident a développé une voie tout à fait originale qui est celle de la démocratie, mais il ne voit pas dans la démocratie comme modèle abstrait quelque chose qui pourrait être en quelque sorte transplanté ailleurs, d'autant plus que cette transplantation souvent n'est qu'un prétexte pour d'autres motivations dont il parle aussi, mais surtout parce que c'est en quelque sorte une autocontradiction, c'est-à-dire vouloir imposer un modèle démocratique par des moyens violents est en quelque sorte opère contre ce qu'on veut faire. Et moi, ce que je trouve à la fois le plus fort et le plus terrifiant dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est à quel point
ce qu'il disait reste encore vrai aujourd'hui dans tous les pays, tous les cas qu'il cite. C'est ça quand même à la fois le plus, je dirais, le signe, un des signes de cette capacité qu'il a toujours eu d'analyser les choses avant de prendre une position, mais aussi du fait que cette capacité n'est pas partagée de manière très large, assez large. Et c'est ça qui est un constat terrifiant. Il dit quelle légitimité avons-nous? C'est ça, pour intervenir. Ça veut dire nous que et le les autres, système dans lequel important. l'Occident, que les valeurs, comme on dit, de l'Occident ne seraient pas supérieures, ou en tout cas, n'auraient pas une valeur universelle? Non, je pense que ce n'est pas cela qu'il veut dire, mais je crois que si on veut que ces valeurs aient une validité universelle, eh bien, cela doit se traduire dans la manière même dont ces valeurs s'imposent. S'impose n'est pas le mauvais mot. Dans ces valeurs, en quelque sorte, se distribuent à travers le monde. Et les vouloir les imposer est tout simplement une sorte d'autocontradiction avec ses propres valeurs qu'on affiche par ailleurs. Donc c'est une course à l'échec. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Ronnie Broman, Zvetan Todorov parlait de l'humanitaire comme d'un messianisme occidental. Il disait dans une interview, je critique non pas l'humanitaire, mais l'un des usages qui en est fait. L'humanitaire est devenu le cheval de Troie du militaire. C'est au nom de considérations humanitaires que les pays occidentaux se sont retrouvés engagés militairement dans tous les conflits postérieurs à la chute du mur de Berlin. Mais il a absolument raison, et c'est aussi une réflexion pardon, que je menais de mon côté. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui nous ont rapprochés. En fait, j'ai connu Todorov grâce, et je vous en suis reconnaissant, grâce à France Culture. Car, je l'avais déjà lu auparavant, mais j'ai eu l'occasion de l'interviewer grâce à une émission qui m'avait été consacrée, m'a fait l'honneur de me consacrer un bon plaisir. Émission qui, je crois, a disparu. Oui, et qui proposait à des intervenants de choisir les gens avec qui ils voulaient discuter. J'avais choisi, parmi les 3 personnes que j'avais invitées, Dominique Lecourt et Georges Vigarello pour parler de médecine, et Zvetan Todorov pour parler de politique et de morale. Et c'est comme ça que nous étions retrouvés, et c'était évidemment, enfin, je dis évidemment non, ça n'avait rien d'évident, mais enfin, il y a eu vraiment un accord autour de cette question des usages de l'humanitaire comme une forme pratique de solidarité humaine, comme une traduction de la volonté de ne pas laisser quelqu'un totalement dénué, totalement seul face à l'adversité. Ça, c'est la traduction pratique ou disons, pour le dire dans les termes de Todorov, le souci, comme il en parle admirablement dans Face à l'extrême. Mais dès lors que l'humanitaire s'habille en kaki, utilise comme moyen logistique le char d'assaut et le fusil mitrailleur, on passe à quelque chose qui est tout à fait autre, qui relève de l'impérialisme, du colonialisme, y compris d'ailleurs dans ce que ces formes politiques avaient de vertueux dans leurs objectifs, car le colonialisme ne peut pas être ramené simplement à une volonté d'opprimer les autres. Mais enfin, c'est indissociablement l'un et l'autre, répandre la vertu et dominer le monde. Eh bien, on peut tenter de jouer sur la vertu en laissant tomber la domination. Et c'est là que il y avait, pour moi, une très grande proximité avec Zvetan Todorov. Il y a eu tout de même une exception récemment, c'était sa position sur la Syrie. Il avait dit qu'il fallait malgré tout qu'on pouvait intervenir pour punir l'emploi d'armes chimiques, sauver les populations civiles. Je crois que la seule exception qu'il faisait, c'était en cas de génocide à proximité, si on avait un génocide avéré à proximité. Ça s'est pas produit d'ailleurs pour la Syrie. Non, en effet. Mais c'était donc pas un anti-interventionnisme de principe, c'est-à-dire, y compris dans ce domaine-là, ça n'était pas un idéologue. Il cherchait d'abord à se confronter aux faits, et cela dans un certain cadre moral ou éthique. Oui, Jean-Marie Schaeffer, ça donne chez lui la réflexion aussi sur nous et eux, sur ce qu'il a appelé, ou plutôt réactivé, le terme qu'il a réactivé, celui de barbare, puisqu'il a écrit La peur des barbares, c'était chez Robert Laffont en 2008. Oui, je crois que là, cette partie-là de sa pensée, il faut pas oublier que pendant ces années structuralistes, il s'est senti proche de la pensée de Lévi-Strauss. Et donc de cette relation, ou de cette question de l'altérité, non pas comme altérité radicale, mais comme la question du rapport que nous,
nous avons un autrui, et cet autrui étant pluriel, n'étant pas un autre, mais étant vraiment de multiples autres, comme nous d'ailleurs, nous sommes pluriels sans doute en nous-mêmes. Et donc la question du rapport à l'altérité, chez lui, a toujours pris cette forme je reviens là-dessus, c'est vraiment la question du dialogue. Et sans dialogue, toute compréhension est en fait impossible ou devient un rapport de force. Voilà, c'est cela. Et puisqu'on l'a entendu pendant toute cette émission, on va se quitter encore sur la voie de Tzvetan Todorov, nous parlant de quelque chose qui l'a beaucoup occupé à la fin de sa vie, puisqu'il était le président de l'association Germaine Tillon, la question de la résistance. La première chose que j'ai envie d'ajouter maintenant, c'est que la résistance n'est pas bonne en soi. Et qu'il y a plusieurs paramètres qui permettent de savoir quel sera le jugement qu'on portera dessus. Elle n'est pas bonne en soi parce que la résistance se fait toujours au nom d'une cause. Et nous n'approuvons pas également toutes les causes au nom desquelles ces résistances sont menées. Par exemple, dans l'Europe d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui craignent que le plus grand danger qui menace l'Europe actuelle, c'est l'islamisation, et qui se considèrent donc comme des résistants contre cette menace sous-estimée à leurs yeux par les gouvernements et partis politiques traditionnels européens. Et certains d'entre eux prennent les armes. Vous vous souvenez du Norvégien Breivik, qui avait assassiné plusieurs dizaines de personnes autour de 80, car, disait-il, la Eurabie, l'invasion de l'Europe par les Arabes et les musulmans est en marche, personne ne fait rien, je suis un résistant. Donc, ça ne suffit pas. Voilà toute la complexité de la pensée de Tzvetan Todorov. Jean-Marie Schaeffer, un dernier mot. Il n'a pas véritablement d'héritier, Tzvetan Todorov, et en même temps, il diffuse sur toute la pensée des sciences humaines. Oui, il n'a pas d'héritier parce qu'il n'a pas fondé une école et parce qu'il ne voulait jamais fonder de l'école, ce qui fait partie aussi, je pense, de ce rapport à la pensée, à autrui, qui pour lui était central. Mais il a effectivement beaucoup assémé, il a assémé dans toutes les sciences sociales. Les historiens travaillent beaucoup avec lui, avec sa pensée, les anthropologues, les sociologues. Donc, et puis surtout, il a réussi à sortir du gâteau universitaire sans renier en rien le caractère, en gardant son accent. Son accent aussi, voilà, Qui était quand même et en gardant aussi le souci de rigueur. Merci beaucoup Jean-Marie Schaeffer, Ronnie Broman. Je signale qu'un livre posthume, désormais, va être publié, Le triomphe de l'artiste, la révolution d'octobre et la création russe ou les créateurs russes. Voilà, c'est chez Flammarion et ça va être publié très bientôt.